Salut les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, en mode santé, content de vous retrouver. Comme d'habitude, le petit sourire en bas de Monsieur Cohen. Bonsoir Monsieur Cohen. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que nous aurons une bonne discussion. Bah écoutez, merci encore une fois d'être disponible, toujours aussi Et ponctuel. Je m'excuse pour le petit retard, malheureusement, indépendamment de ma volonté. Les amis, je vous invite à partager un maximum le live comme d'habitude. Nous allons parler de l'actualité un petit peu de la semaine et en premier lieu, cette résolution qui a été adoptée pour Gaza, hein, pour ou oui, contre, hein. Bon, je vous laisse développer, Monsieur Cohen, et puis on réagira à tout ça. je rappelle que cette résolution a été adoptée par 13 voix pour, dont celle de l'Algérie, et deux pays qui sont abstenus, la Russie et la Chine. La Russie et la Chine, dans des déclarations qui expliquaient leur abstention, ont beaucoup critiqué cette résolution, mais ils n'ont pas voulu s'y opposer parce qu'ils ont voulu laisser la chance à peut-être à quelque chose sans y croire. Mais en même temps, ils ont quand même pris position et parce que, en fait, cette résolution, d'après eux, et ce qui saute aux yeux d'ailleurs, ne résout absolument pas le problème palestinien. Même si, bien sûr, il y a cette petite déclaration qui fait plaisir, enfin qui fait plaisir à ceux aux naïfs qui croient toujours qu'il y aura un État palestinien un jour, puisqu'ils ont dit que, enfin bon, j'ai oublié les termes exacts, mais c'est quelque chose comme l'expression du peuple, quelque chose, enfin bon, vraiment, ça n'engage à rien, voilà. En fait, le but de cette résolution, le but des États-Unis, le but de l'axe américano-sioniste, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est une résolution qui a été établie par les États-Unis et Israël pour faire main basse sur la bande de Gaza. Voilà. En fait, c'est une appropriation coloniale, de type colonial, puisque on veut éliminer toute résistance à l'intérieur de la bande de Gaza, toute résistance armée ou politique. Et donc, on veut faire appel à des régiments arabes sous la protection, enfin, sous la haute autorité de Trump. Et évidemment, Israël a refusé, enfin, évidemment, c'est-à-dire, Israël a un droit de veto, donc a refusé que la Turquie et le Qatar envoient des troupes. Alors, est-ce que. Bon, en fait, voilà, donc le but, c'est de domestiquer la bande de Gaza, c'est-à-dire d'éliminer toute résistance, d'établir une autorité supérieure qui administrerait Gaza dans le sens voulu par Trump et par Israël, et donc probablement faire main basse sur ce territoire qui présente des avantages extraordinaires sur le plan foncier, immobilier, gazier, pétrolier, touristique, etc., etc. Et donc en lui donnant un vernis représentatif, un vernis, disons, pacifique. Mais en fait, bon, déjà, le Hamas a déclaré son opposition. Et j'imagine que les autres groupes armés s'y opposeront. Et après, enfin, de ce que j'ai pu entendre ici ou là, lire, il semble que les pays arabes ne sont pas très chauds pour envoyer des soldats là-bas. Voilà. Bon, mais vous savez, avec ces régimes arabes, moi je me méfie beaucoup
parce que, bon, leur intérêt, je veux dire, enfin, d'abord, ils n'en ont rien à fiche d'un État palestinien, des intérêts des Palestiniens et de la Palestine. Et donc, leurs intérêts, quand je parle des pays du Golfe, hein, ou même l'Égypte, bon, leur intérêt, c'est pas de voir un État palestinien. Bon, ils aimeraient bien, mais vu qu'il y a une opposition farouche d'Israël et de l'Amérique, on voit mal comment ça pourrait se goupiller. De toutes les façons, moi j'ai toujours dit, vous me connaissez depuis pas mal de temps, j'ai toujours dit qu'il n'y aura jamais un État palestinien. Donc c'est pas la peine de... On peut tourner la chose comme on veut, et c'est pas Netanyahou. Vous savez, les gens croient que c'est à cause de Netanyahou, mais pas du tout. C'est Yitzhak Rabin, le grand faiseur de paix, le soi-disant pacifiste, qui, en signant les accords d'Oslo, a dit, enfin, a dit clairement, en tout cas, a laissé entendre clairement que ces accords d'Oslo seront un obstacle infranchissable à la création d'un État palestinien. Voilà. Peut-être vous trouverez sur ma chaîne YouTube une vieille vidéo ou deux vieilles vidéos sur Yitzhak Rabin et l'arnaque des accords d'Oslo. Donc, c'est pas, vous savez, c'est pas Netanyahou, c'est pas l'extrême droite. Ce sont 90 à 95% des sionistes, 90 à 95%, je répète, des sionistes, c'est-à-dire tous les Israéliens juifs qui s'opposent à un État palestinien. Voilà. Donc, il y a un consensus global. Il y a des gens qui croient que c'est Netanyahou, mais pas du tout. Netanyahou ne fait que poursuivre la politique de ses prédécesseurs de gauche. Voilà. Donc, que les choses soient claires. Donc, il n'y aura jamais un État palestinien. Voilà. Et donc, même, vous savez que l'Arabie saoudite est en train un peu de s'agiter pour normaliser. Je vous avais dit au début de l'année que lorsque la situation s'arrangera, enfin, connaîtra un certain répit à Gaza, l'Arabie saoudite normalisera ses relations avec Israël, sans obtenir un État palestinien, évidemment. Et on est en bonne voie là. On est en train de négocier. Voilà. Ben Salman a été aux États-Unis il y a quelques jours. Il a acheté pas mal d'avions F-35. Ça me fait rigoler parce qu'en fait, Israël fait semblant de dire oh là là, l'Arabie saoudite va avoir des F-35, nous on a peur. Bon, d'abord, il y a une chose, je ne suis pas militaire et j'aimerais, s'il y a un spécialiste du militaire, il peut très bien me corriger, mais je suis sûr et certain que les F-35 vendus à l'Arabie saoudite, il y aura un truc d'informatique. Évidemment, c'est très compliqué, un avion de ce type, de cette importance. Mais je suis sûr qu'il doit y avoir un système informatique qui bloquerait le F-35 si par hasard, c'est par hasard, hein, on ne sait jamais, il irait bombarder Tel Aviv. Voilà. Donc les F-35 vendus à l'Arabie saoudite, la clé, elle est à Washington. Voilà. À mon avis. Enfin, je ne connais pas le mécanisme, mais je suis sûr qu'il doit y avoir un mécanisme qui bloquerait le F-35. Mais bon, ils sont tellement soumis à Washington, ces pays. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus sur la normalisation parce qu'à mon avis, elle va se faire. Peut-être d'ici la fin de l'année, enfin à mon avis. On va trouver un truc, Ben Salman a dit, s'il y a un processus concret vers la réalisation d'un État palestinien, à peu près. Bon, voilà. Bon, vous savez, les Arabes sont les champions du verbe pour trouver de jolies formules qui passent bien, qui font plaisir au peuple. Et bon, voilà, de toute façon, l'Arabie saoudite n'a pas le choix, hein, qu'elle le veuille ou non.
Et à mon avis, ça se fera d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Enfin, à mon avis, même avant la fin de l'année. Bon. Si évidemment, si ça ne coince pas au niveau de Gaza. Parce qu'en fait, voilà, le problème, est-ce que, bon, le Hamas a dit qu'il ne désarmerait pas. C'est très bien. Enfin, ils ne sont pas fous. Ils savent très bien que le jour où ils déposeront les armes, ils seront soit déportés, soit fusillés. Donc, c'est même pas la peine de. Voilà. Ils ne vont pas pousser le sens du sacrifice jusque-là, quand même. Ils ne sont pas suicidaires, comme on dit, d'accord. Voilà. Donc, ils ne vont pas désarmer. Bon. Et je vois mal un pays arabe envoyer des soldats qui risquent de se faire descendre par, voilà, par le Hamas ou d'autres. Donc, en fait, bon, la résolution est là. J'imagine que beaucoup d'États ont donné leur accord, mais bon, pour résumer, pour moi, c'est une résolution du type colonial. Ça rappelle, vous savez, la Société des Nations, celle qui a l'organisation qui a précédé l'Organisation des Nations Unies, qui a été créée en 1918, et qui a donné un mandat sur la Palestine à la Grande-Bretagne. Voilà. Et lui a confié les clés de la Palestine. C'est un peu ça, c'est-à-dire, c'est une résolution du type colonial. Et bon, enfin, on verra. Moi, je pense que la clé, bon, sera est-ce qu'ils vont trouver des soldats arabes pour donner, comment dire, un vernis bon, arabe à la chose, mais bon, je ne sais pas s'ils trouveront des Arabes qui joueront le jeu. Et je ne sais pas si vraiment ces Arabes joueront le jeu au point de combattre le Hamas et les organisations, entre guillemets, terroristes. Donc, beaucoup de questions se posent. Et voilà, a priori, moi, je m'attendais, enfin, au début de l'année, je pensais que l'occupation de Gaza allait se dérouler assez facilement, c'est-à-dire l'accaparement de Gaza. Il semble que bah, voilà, le Hamas résiste de façon extraordinaire. Même les observateurs américains connus, des spécialistes du militaire, sont surpris par la résistance et l'incapacité militaire israélienne qui a quand même déployé 100 000, 150 000 soldats là-bas, avec les avions et tout, et qui ne peuvent pas éradiquer les résistances palestiniennes. Et voilà, donc ça reste ouvert. Voilà, on verra. Donc il n'y a pas vraiment. Cette résolution, elle n'a pas beaucoup de chances de réussir. Voilà. Monsieur Cohen, alors, donc, excusez-moi. Vous aviez cité tout à l'heure en introduction les pays qui ont voté pour, et donc en l'occurrence vous avez cité l'Algérie. Oui. Que pensez-vous justement du choix de l'Algérie de voter pour soutenir cette résolution, parce qu'il y a eu des réactions suite à ce vote de l'Algérie. Oui, Dans les réseaux sociaux, un peu partout, et on veut faire passer l'Algérie comme un traître à la cause palestinienne, alors que quand il a fallu que la diplomatie algérienne agisse pendant 2 ans là pour avoir un cessez-le-feu et tout ça, là on n'en parlait pas de l'Algérie. Mais là, pour ce vote, on en parle. Alors, pouvez nous donner un petit peu votre avis, votre ressenti par rapport à ça? Bon, il est évident que ce vote est incompréhensible. C'est-à-dire désarmer toutes les résistances palestiniennes. C'est ça le problème. Et offrir la bande de Gaza sans aucune perspective d'un État palestinien à l'axe américano-sioniste, bon, ça passe mal dans le camp, disons, progressiste, révolutionnaire, arabe, etc. Bon. Maintenant,
je pense que de toutes les façons, le vote de l'Algérie, il a très peu d'importance. C'est-à-dire, en dehors, je vais vous expliquer. Il y avait déjà 12 votes positifs. Que l'Algérie vote pour ou contre, ça ne changeait rien à l'affaire. Puisque de toute façon, la Chine, vous savez, ces votes-là, ils ne sont pas des surprises. En général, le délégué russe arrive, il dit voilà, j'explique, etc. Et donc, je vais m'abstenir. C'est pas des trucs qu'on sort comme ça par surprise. Donc, l'Algérie, on savait très bien qui allait voter pour, qui allait s'abstenir. Donc, la résolution, elle est passée. Voilà. Donc, de toutes les façons, pour l'Algérie, s'opposer, une opposition qui aurait eu le mérite symbolique d'une position franche, comment dire, la mettait, à mon avis, voilà, comme ça, en porte-à-faux, disons, dans une situation embarrassante par rapport à l'Amérique. Voilà. On sait que Trump, il tenait beaucoup à cette résolution. Bon. Et donc. Oui, mais M. Cohen, oui, juste, je vous interpelle. Oui. Vous avez raison de le souligner. De toute manière, qu'elle vote pour ou contre, elle n'a aucun pouvoir, puisqu'elle fait partie des pays non permanents du Conseil de sécurité, et du coup, n'a pas de veto possible et tout ça. Voilà, voilà. J'essaie d'expliquer le sens du vote. Donc, en disant que, de toutes les façons, pour l'Algérie, c'était un vote, enfin, pour du beurre, disons, symbolique. Voilà. Or, voter contre, c'est exprimer, comment dire, une opposition gratuite, symbolique à Trump. On sait à quel point ce type est assez vindicatif et il aurait pu très mal le prendre. Voilà. Et il a beaucoup de moyens de rétorsion, etc. On sait que l'Algérie, enfin bon, on apprend ici ou là que l'Algérie, il y a quelques mois, l'ambassadeur d'Algérie à Washington avait donné une grande interview à un grand journal. Enfin bon, disons que on ne peut pas, quelle que soit la position, soi-disant les difficultés de l'Amérique, etc., on ne peut pas comme ça négliger la force de l'Amérique, qui reste quand même un pays important, qui a un pouvoir de nuisance, etc. Donc, à mon avis, hein, c'est que se dit, bon, bien sûr, c'est, comment dire, c'est par rapport aux positions antérieures, comment dire, c'est pas très cohérent. Bon, c'est pas très révolutionnaire, voilà. Mais alors, encore M. une Cohen, fois, s'il vous plaît, je termine. Mais encore une fois, j'ai toujours dit que les États n'ont pas de sentiments, les États n'ont que des intérêts. Et l'intérêt de l'État algérien était, dans ces jours-ci, de mettre entre parenthèses certains principes et de se dire, je ne peux pas me permettre, je ne sais pas ce qui se passe dans les coulisses, dans les négociations, peut-être il y a des prospections pétrolières, gazières en Algérie avec des sociétés américaines, etc., etc. Donc, je n'ai pas envie de me mettre à dos ce Trump qui est tout sauf un mec raisonnable et logique, et donc je ne vais pas lui donner l'opportunité de me mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Et donc, je fais ce vote qui de toutes les façons, n'a aucune espèce d'importance. Voilà, je vous laisse, Wally. oui, non, moi, je voulais juste réagir parce que j'ai pas vu les déclarations comment il s'appelle, du ministre des Affaires étrangères Attaf, algérien, qui justement a donné des explications suite à cette décision de valider la résolution. J'essaie de regarder si je trouvais pas un article là pour essayer de vous donner un petit peu le ressenti, du moins le ressenti. Pour quelles raisons ils avaient décidé, voilà. Mais cependant, vous avez parlé tout à l'heure donc de quel pays arabe oserait, quelle armée arabe oserait aller militairement ou sur le terrain ou
il faut savoir que là, récemment, je crois que c'était ces derniers jours, il y a eu un séminaire international sur les leçons à tirer des derniers événements depuis 2023 dans la bande de Gaza, en Libye, non pas en Libye, pardon, en Syrie. Je crois qu'il y avait 17 délégations qui étaient conviées et une seule parmi les pays arabes, devinez. Je sais pas. Vous savez pas. Le Maroc. Attends, de Une la, seule dans les délégations, dans les 17 délégations, il y avait une seule délégation des pays arabes et c'était le Maroc qui a participé à ce séminaire. D'accord. Est-ce que ça, c'est une preuve encore qu'il y a une réelle collaboration ou alors ça fait partie peut-être aussi de ces accords d'Abraham où il faut voilà, assister justement à ce genre de séminaire. Est-ce que c'est dans les contrats, j'ai envie de dire? Non, je crois pas que ce sont des choses qui sont établies à l'avance. Vous savez, j'imagine, enfin bon, vous savez, il y a des choses qui, nous, simples mortels, qui nous échappent. Voilà. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas tout ce qui se passe dans les coulisses, dans les négociations entre États. Ça, il y a énormément d'intérêts. Vous savez, ce sont des milliards qui sont en jeu. Il y a des intérêts économiques, financiers, militaires, il y a des contrats d'armement. Enfin, je sais pas, il y a des échanges universitaires, scientifiques, etc. Donc, il y a énormément de choses qui nous échappent. Et donc, on peut pas, on a du mal à juger. Mais disons que lorsqu'un pays, bon, j'imagine comme le Maroc, par exemple, il a signé les accords. En signant les accords de normalisation, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Mais, mais c'est un fait. J'imagine, par exemple, que les Émirats arabes unis n'acceptent pas tout, même s'ils ont signé les accords de normalisation, etc. Mais ils sont quand même prêts à accepter pas mal de choses. Voilà. Et le Maroc est celui qui montre le plus d'empressement à tout accepter. Enfin voilà, accepter tout. Maintenant, est-ce que le Maroc accepterait? D'ailleurs, on ne lui a pas demandé, à mon avis, d'envoyer des contingents à Gaza. Le problème, c'est que, vous savez, n'importe quel régime arabe, il veut sauver la face, il veut sauver les apparences. Voilà. Et donc, en fait, les régimes arabes avaient accepté au départ de participer parce que ça paraissait comme une promenade de santé. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas combattre. Or, vous imaginez l'impact d'un régiment arabe qui combattrait le Hamas et d'autres mouvements de résistance qui ont combattu quand même pendant 2 ans l'armée sioniste, ça la fout mal quand même. Ça la fout mal pour des populations arabes. On a beau dire, mais les régimes arabes, ils ont une certaine décence. Enfin, en tout cas, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et donc, la perspective d'envoyer des soldats combattre des résistants qui viennent de résister à Israël pendant 2 ans, je crois qu'aucun pays arabe n'oserait le faire. Voilà. Le Maroc a osé. Pas encore. Enfin, en tout cas, non, attendez. Envoyer des soldats là-bas. Ah, Pour pardon, le excusez-moi. Non, non. Alors, il y avait eu une rumeur il y a quelque temps moment. qui était sortie sur cette histoire de 4000 soldats. Bon, il n'y avait pas vraiment de source qui Moi, était apparente. On en j'ai avait jamais. déjà parlé, il me semble, mais il y avait un professeur, le professeur Bitaoui, qui se trouve en Belgique et qui, lui, avait parlé de 4000 soldats marocains qui participaient aux opérations Moi, là-bas. je, moi, je n'y ai jamais cru. Pour la simple et bonne raison, c'est pas que le Maroc, enfin, c'est pas que le régime marocain en serait incapable. C'est pas ça. Et vous imaginez s'il y a eu ne serait-ce que 5 ou 10 soldats marocains qui auraient été faits prisonniers ou tués,
enfin, tout ce que le bruit que cela aurait fait. Donc, je pense que même pour Israël, il n'aurait pas accepté de mettre le Maroc en difficulté dans ce sens-là. Et je ne crois pas. Vous savez, ils ont beau être amis, complices, tout ce que vous voulez, mais enfin, il y a des limites quand même. C'est pas qu'ils n'aimeraient pas le faire. C'est pas qu'ils hésiteraient à le faire. C'est pas qu'ils auraient mauvaise conscience à le faire. Mais ils ne peuvent pas franchir ce pas parce que si jamais, on n'a jamais donné une preuve. 4000 soldats quand même, ça ne passe pas inaperçu dans la bande de Gaza. Il y a des gens qui ont des téléphones portables, il y a des gens qui ont des caméras, etc. Donc il y a des témoignages. Enfin, 4000, ça ne passe pas inaperçu. On les aurait, enfin, on en aurait eu des indices quand même. Donc des preuves. Donc pour moi, et ça me paraît tellement absurde. Bon, qui est 4000 en Israël, c'est possible, c'est tout à fait possible qu'ils puissent faire, par exemple, du travail pour soutenir, par exemple, à l'arrière. Voilà. Ça, c'est tout à fait faisable. Mais dans la bande de Gaza, je ne crois pas du tout. Voilà. D'ailleurs, je l'avais dit, je n'ai jamais cru. Voilà. D'accord. Alors, j'ai retrouvé donc un article là qui parlait de la déclaration du ministre des Affaires étrangères algérien. Donc, il a expliqué dans une conférence suite au vote par rapport à cette résolution. Si l'Algérie, je vous lis juste un petit paragraphe, si l'Algérie a voté pour cette résolution, c'est parce que la priorité des priorités en ce moment, c'est la consolidation du cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne et aussi parce qu'il s'agit de l'avis de tout le monde arabe et musulman, à commencer par les Palestiniens eux-mêmes. Ça dépend des Palestiniens. Hein. Je veux dire, il fait référence à l'autorité palestinienne, pas aux résistants, aux vrais résistants. Parce que les Palestiniens, pour moi, de Ramallah, sont des collabos. Voilà. Donc, faire référence aux collabos, pour moi, c'est un peu comme si on parlait du régime de Vichy en disant, alors qu'il y a De Gaulle à Londres. Voilà la différence pour moi. Il y a quand même des résistants, qu'on le veuille ou non, les vrais résistants sont à Gaza et les collabos sont à Ramallah. Et donc, invoquer les collabos de Ramallah, bon, c'est pas. En même temps, un État établi, il ne peut pas se permettre de qualifier les Palestiniens de Ramallah de collabos. Voilà. Il faut faire semblant. C'est ça l'hypocrisie aussi la diplomatie est pleine d'hypocrisie. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas dire ce qu'on pense, ce qu'on veut, etc. Donc, voilà, il est coutume de dire oui, l'autorité palestinienne, mais en fait, si vraiment on a envie de parler librement et si on a du courage de le dire et de le proclamer, l'autorité palestinienne, ce n'est pas une force de résistance, ils ne sont même pas représentatifs. S'il y avait des élections, en 2006, il y a eu des élections, c'est le Hamas qui a gagné. Et si aujourd'hui il y a des élections, l'autorité palestinienne serait balayée. Donc franchement, et c'est ça le truc du diplomate. Le diplomate est un menteur invétéré. Un bon diplomate est quelqu'un qui sait très bien mentir, voilà, qui présente les choses. Donc voilà, pour moi, l'autorité palestinienne, on ne peut pas leur donner le tampon de représentant du peuple palestinien. Mais moi je le dis en tant que militant indépendant. Moi, je ne suis pas un diplomate qui est tenu par des tas de considérations, etc. Voilà. Alors, oui, on va voir comment ça va évoluer cette situation qui est proposée aujourd'hui. C'est comme cette histoire de résolution concernant le Sahara occidental, c'est différent. Il y a une résolution qui est adoptée, mais par contre, sur le terrain, après, il faut que ce soit appliqué, il faut que ce soit mis en œuvre, et c'est là où c'est un peu plus compliqué.
Ouais, et il Ah y oui, a énormément de résolutions qui ont été adoptées, mais qui n'ont pas réellement servi sur bien le sûr, terrain. bien sûr, bien sûr. Et c'est ça le problème, c'est que bon, la résolution sert à donner un prétexte ou un cadre juridique fallacieux, souvent fallacieux, euh, mais voilà, après, comment ça va être appliqué? Tout à l'heure, j'avais dit que, enfin, à mon avis, il n'y a même pas 50% de chances que ça va se faire dans le sens voulu par l'Amérique. Voilà, c'est-à-dire qu'ils veulent s'accaparer. En fait, le but de cette résolution, c'est d'éliminer toute résistance arabe et de s'accaparer de la bande de Gaza. Voilà. Oui, et dernièrement, il y a eu une déclaration de je sais plus qui, hein, j'ai vu ça passer. C'est concernant ces richesses gazières au large Ah ben, de. bien sûr, bien sûr. Je vous rappelle qu'en début 2023, donc quelques mois avant le fameux 7 octobre, les- l'Égypte, Israël et l'autorité palestinienne, voilà, voilà, on retrouve l'autorité palestinienne, s'étaient entendus pour exploiter en commun les fameuses réserves de gaz au large de Gaza et avaient entrepris, je ne sais pas s'ils avaient signé, mais en tout cas avaient des pourparlers très avancés avec des multinationales pour explorer le gaz au large de Gaza. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, Oui, à partir de ce week-end jusqu'au, bah, je crois, bah, c'est ce week-end, je crois, du samedi 22 au 23, dimanche 23, il y a le sommet du G20 en Afrique du Sud. oui. Euh, je sais pas si vous êtes au courant de cette actualité. Euh, oui, mais vaguement. Enfin, je veux dire, j'ai pas vraiment, je me suis pas vraiment intéressé. Alors, je sais pas si Trump il va y aller. Enfin, je sais pas si, je sais pas. On en reparlera peut-être après. Euh, Parce que le G20, en principe, la Russie doit être invitée. Enfin, elle participe au G20. Parce que c'est pas c'est différence du G7. Le G20, je pense qu'il y a la Russie. Et donc, Poutine n'irait pas, mais il enverra son ministre des Affaires étrangères, à mon avis. Enfin, je pense, hein. Bon, bah, le G20, c'est pour traiter tout ce qui est les questions macroéconomiques, la Oui, santé, l'agriculture. Voilà. Bon, c'est un oui, autre, c'est peut-être oui, une oui, autre oui. thématique. C'est différent du G7. Le G7, c'est vraiment le sommet politico-militaire, un peu enfin, c'est l'OTAN, quoi, qui se réunit. Alors que là, bon, le G20 s'est élargi à des pays, enfin, comme l'Afrique du Sud. Donc, je me demande si vraiment ça a une importance, comment dire. Voilà, bon, il doit y avoir des échanges, mais comme ce sont des pays qui ont des intérêts divergents, euh, donc je vois pas vraiment. Enfin bon, je pense pas qu'il en sortira grand-chose de ce genre de sommet. Voilà. Très bien. Alors, on va aller peut-être sur une autre actualité hein, qui Oui, concerne le monde encore aujourd'hui. oui, L'Ukraine, la Russie. On a l'impression en tout cas de ce que l'on voit, les tractations qui se font là entre entre la Russie, entre l'Ukraine, pardon, Macron et Zelensky. Euh, il y a une volonté de perdurer et de s'enliser dans ce conflit. et volonté européenne. Volonté Voilà. européenne. C'est-à-dire qu'il semble que, enfin, en tout cas, les pays européens veulent absolument continuer la guerre parce que, bon, pour deux ou trois raisons principales, c'est que d'abord, les pays européens, enfin en tout cas les trois grands pays européens, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, même si elle n'est plus dans l'Union européenne, ont beaucoup misé sur cette guerre. Ont donné des dizaines de milliards. On dit à leur opinion publique que la Russie, il faut absolument la battre parce que sinon, si on la laisse faire, elle va arriver à Paris dans une semaine, etc. Enfin bon, et donc pendant 3 ans, on a dit aux populations que c'est terrible, la Russie est à nos portes, il faut s'armer et tout.
Et donc, on ne peut pas leur dire comme ça, de but en blanc, ben finalement, ils ne sont pas si mauvais que ça, on peut très bien faire la paix avec eux. Et pour des hommes politiques, c'est très difficile de changer de cap comme ça et de dire aux populations qu'on a. Et puis en plus, ces populations, on leur a demandé des sacrifices. Enfin, je veux dire, l'état de l'économie en France, c'est en grande partie à cause de l'Ukraine aussi. Bon, il y a eu le Covid, etc., mais aussi l'Ukraine. La France a donné quelque chose comme entre 25 et 30 milliards. Est-ce que vous imaginez, aujourd'hui, on discute, regardez le budget, on discute sur 10 millions par-ci, 50 millions par-là, 100 millions, etc., à faire des sacrifices, alors que 25 milliards, 25 à 30 milliards, mais on aurait eu un budget, mais fabuleux. Eh bien, allez expliquer ça après aux millions de Français pour leur dire, ah ben finalement, non, finalement, c'était pas grand-chose. Non, non, enfin, on a cru que c'était dangereux, mais non, c'est pas possible. Un homme politique ne peut pas faire ça. Donc, ils sont obligés de continuer sur leur lancée. Voilà, c'est comme pour le Covid. Ils ne peuvent pas reconnaître, ils ne peuvent pas dire aux populations, bon, on savait, on vous a trompé, ben voilà, on est désolé. Donc, il faut qu'ils continuent, il faut qu'ils se disent, non, il n'y a pas d'effet secondaire, c'est pas vrai, etc. La vaccination, c'est très bon. Enfin bon, il faut qu'ils continuent la comédie, ils sont obligés. Et donc, là, ils vont continuer, d'ailleurs, ils poussent, seulement à un moment donné, vous savez, on dit le réel. Ils sont, ils sont confrontés au mur, au réel. Voilà, c'est-à-dire, on n'a plus d'argent. Et non seulement on n'a plus d'argent, mais l'armée ukrainienne, elle est en train d'être là vraiment, tous les observateurs le disent, enfin, c'est vraiment la fin, quoi. Et donc, voilà, et il se trouve dans une situation vraiment difficile. En même temps, les dernières propositions, enfin de ce que j'ai pu voir, euh, moi, si vous voulez que je vous donne un avis personnel comme ça, je trouve que Poutine, il est un peu trop gentleman, voilà, personnellement. Voilà. Euh, j'ai, j'ai du mal à comprendre ce type qui est enfin, un grand homme d'État, qui a osé affronter l'OTAN quand même en 2022. Et il est en train de le battre à plat de couture. Il a fait de cette guerre une question existentielle pour son État, qui est juste, qui est vrai d'ailleurs, c'est-à-dire c'est l'existence de la Russie qui est en jeu, de la Russie en tant que telle, parce que le but de l'OTAN était de vaincre la Russie et de la démanteler. Donc c'est une question existentielle. Comment un homme politique de cette envergure, alors que la victoire est à sa portée, accepte de négocier avec l'Amérique? Moi, je pose une question. Ah, mais ça revient, Monsieur Cohen, à ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais, Les- ils n'ont qu'un scrupule, les États, c'est pour leurs intérêts. d'accord. Non, mais non, il y a une différence. Poutine, à mon avis, enfin, je vais donner un avis personnel. Poutine est quelqu'un qui croit dans le droit international, qui a envie, qui a toujours rêvé. Il voulait rentrer dans l'OTAN. Il voulait même être partie prenante à l'Union européenne, enfin, s'intégrer à l'Europe. Et donc, en fait, c'est pas un Yankee. Il n'a pas la mentalité de dominer le monde. Voilà, c'est ça la différence. Et donc, en fait, lui, quand Trump lui dit, ah, viens, on va négocier, il accourt. Il dit, oui, 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 voilà, je veux négocier. Or, je ne sais pas moi, est-ce qu'on peut faire confiance en Amérique? Là, je pose une question. Ceux qui écoutent répondent dans leur âme et conscience, connaissant l'Amérique. Bon, on la connaît. Enfin, bon, je veux dire, bon, voilà. Je ne vais pas vous faire une leçon de réel politique sur l'Amérique. Mais comment peut-on faire confiance à l'Amérique? C'est ça, moi, qui me trouble et qui me met mal à l'aise en ce qui concerne Poutine.
Poutine, il a la victoire à portée de main. Il l'a, voilà. À mon avis, ce qu'il devrait demander, c'est une capitulation de l'Ukraine. Il pose ses conditions. Voilà, c'est tout. Voilà mes conditions. Il sait qu'en face, enfin, il devrait savoir quand même. Enfin, je veux dire, j'arrive pas à comprendre. C'est un type qui était au KGB. Il sait que l'Amérique, enfin, est-ce qu'il peut croire que l'Amérique s'est transformée, a changé, sont devenus des anges? Ils vont signer un traité, ils vont le respecter. Enfin, mais c'est pas possible. Les Américains sont capables de signer n'importe quel traité et 6 mois après, 1 an après, 5 ans après, ils vont chercher à le dénoncer. Poutine a été trahi par Minsk 1 et Minsk 2. Donc, moi, je ne comprends pas vraiment cet homme d'État, ce grand homme d'État, alors qu'il a la victoire qui est vraiment à portée de main. Il devrait dire je veux une capitulation totale. Voilà. J'impose mes conditions à 100%. Alors que là, vous imaginez, de ce que j'ai entendu, sur les 4 oblasts qui ont voté à une écrasante majorité pour réintégrer la mère patrie qui ont été réintégrés, Poutine accepterait que deux de ces quatre oblasts ne reviendraient pas intégralement à la Russie. Vous imaginez? Enfin, mais moi, je trouve ça aberrant. Moi, je suis, je sais pas, quand j'y pense, je me dis, voilà, vous savez, le drame, enfin bon, en tout cas, à mon avis, Poutine, il reste un gentleman. Voilà. C'est pas, bien sûr, c'est un homme politique avec le cynisme de l'homme, etc. Mais il a envie, je ne sais pas pourquoi, s'il avait affaire à des partenaires fiables, corrects, sérieux, qui respectent leurs engagements, bien sûr, mais il a affaire à l'Amérique, à l'empire du mal. Enfin, donc, ils pourraient achever cet empire du mal. Moi, je ne comprends pas. Et donc, moi, je ne fais pas confiance du tout à l'accord qui va être signé. Et je pense que s'il est signé tel que j'ai lu et tel qu'il apparaît, je pense que la Russie s'en mordra les doigts dans 5 ou 6 ans. Voilà. Alors justement, concernant cette proposition américaine, Trump a estimé que le 27 novembre, ce serait une date limite adéquate pour que Kiev accepte le plan. Et de l'autre côté, Zelensky, lui, a dit qu'il souhaiterait proposer des alternatives au plan. Donc, on est le 21, 22, donc semaine prochaine, il faudrait qu'il y ait des avancées sur cette question. C'est pas, vous savez, pour moi, c'est pas une vraie paix. Non, c'est de l'hypocrisie. Non, c'est quoi la paix? C'est-à-dire que l'Amérique, l'empire du mal, on va l'appeler comme ça, l'empire du mal, il s'est rendu compte qu'il est piégé par cette guerre en Ukraine, il a mis 10 ans et des milliards pour former cette armée ukrainienne, pour démanteler la Russie, pour détruire la Russie. C'est un fait établi, démontré. Et donc, vous savez, quand on dit Trump, tous les observateurs américains le disent, pendant son premier mandat, soi-disant il est pour la paix, etc. Mais pendant son premier mandat de 2017 à 2021, ou de 2017, 18, 19, 20, mais il a tout fait pour renforcer l'Ukraine. Il a tout fait pour que l'Ukraine soit le fer de lance contre la Russie. Et donc, moi, je n'arrive pas à comprendre, intellectuellement parlant, comment un Poutine peut se dire « Ah, je peux faire un accord. Très bien, la guerre, c'est pas bien, c'est évident, la guerre, c'est pas bien, etc. Mais tu as affaire à un pays, à un régime qui cherchera toujours, vous savez le monde anglo-saxon,
d'accord, c'est-à-dire d'abord la Grande-Bretagne, puis l'Amérique, depuis la guerre de Crimée de 1853 ou 56, d'accord, 1853 ou 1856, a juré la perte de la Russie. D'accord? Ça fait presque 2 siècles. Donc ce monde anglo-saxon, il ne rêve que de dépecer la Russie. Et alors que cette Russie-là, aujourd'hui, a le pouvoir, la capacité de mettre KO ce monde anglo-saxon. Voilà. Il lui dit, moi, je ne veux pas négocier. Je veux une reddition, capitulation, et j'impose mes conditions. Et il a les moyens de le faire. Voilà. Et malheureusement, vous savez, la paix, c'est bien, mais la paix, quand tu la fais avec des partenaires qui croient vraiment dans la paix. Mais comment peut-on croire la Grande-Bretagne et l'Amérique? Enfin, moi, ça me dépasse. Ils signeront tout ce que vous voudrez, juste pour laisser passer l'orage, parce qu'ils savent qu'ils sont dans une position difficile. Voilà. Monsieur Cohen, oui. On continue sur cette question. Alors là, il y a des nouvelles, parce que bon, l'actualité en direct, je suis en même temps. Donc, Poutine aurait déclaré que le plan américain pour l'Ukraine peut servir de base d'un règlement définitif du conflit. Et le président, donc Poutine, il menacerait de conquérir plus de territoires ukrainiens si le plan était refusé. Le plan américain était refusé par l'Ukraine. Donc, bon, c'est un petit peu une forme d'ultimatum que vient de mettre là Poutine à l'Ukraine. Si elle refuse ce plan, il annonce qu'il va conquérir d'autres territoires. Le problème, ce plan, il laisse beaucoup de marge à l'Ukraine et la Russie ne récupère pas les territoires qu'elle voulait. Et donc, elle fait confiance, elle va signer un paplard. Voilà, elle va signer. Et alors, on a signé à Minsk. D'accord? Très bien. Eh bien, on n'a pas respecté, c'est tout. Donc, ils vont signer aujourd'hui. La Russie va démobiliser son armée, etc. Et donc, 2 ans, on reprend. Donc, en fait, la source du mal, c'est ça. Moi, c'est une opinion personnelle. Non, mais j'entends, c'est juste que bon, c'est intéressant, vous parlez de ce plan qui n'a pas l'air d'être avantageux pour les Russes puisqu'il va céder des il n'est pas si avantageux que ça. Est-ce que vous imaginez, pour moi, quand j'ai entendu, enfin, en tout cas, je crois ne pas m'être trompé, que la Russie ne récupérera pas les 4 oblasts en intégrité, enfin 2 sur 4 en intégrité, moi j'étais vraiment, enfin je dis, si vraiment Poutine accepte ça, c'est que, bon, j'ai pas envie de donner des adjectifs, mais disons, c'est pas glorieux pour l'homme d'État que je respecte par ailleurs, c'est pas glorieux, voilà. D'accord. Alors, Monsieur Cohen, dans la continuité, pas dans la continuité, mais une autre déclaration, donc et non pas de Poutine, mais de van der Leyen, qui dit rien ne doit être décidé sur l'Ukraine sans l'Ukraine, a martelé donc la présidente de la Commission européenne. Donc, ok, c'est marrant que la présidente de l'Union européenne dise ça, Monsieur Cohen, non? Rien ne doit être décidé sans l'Ukraine. Non, parce que les pays européens que j'ai dit tout à l'heure, et donc l'Union européenne, ils veulent continuer la guerre. Et j'ai expliqué cela. Donc, sans l'Ukraine, ça veut dire, de toutes les façons, à mon avis, si vous voulez, il y a un avis aussi, c'est que les Ukrainiens ne sont pas prêts de signer. Voilà. La chance de la Russie, c'est que les Ukrainiens vont refuser, pour toutes sortes de raisons. Parce que Zelensky, il est conscient qu'il sera balayé, peut-être même assassiné par les extrémistes. Il y a énormément d'extrémistes de type nazi ukrainien. Et puis, c'est tout l'édifice qui va s'effondrer. Alors, peut-être qu'ils ne vont pas accepter, je ne sais pas. Mais
Enfin voilà, bon, Monsieur Cohen, non, Monsieur Cohen, vous savez pourquoi je vous ai parlé de cette déclaration de von der Leyen? oui, allez-y. Donc moi, quand j'entends ça, l'Ukraine, comment dirais-je, rien ne doit être décidé sans l'Ukraine. Ben moi, j'ai envie de dire, rien ne doit être décidé sans le Polisario et le peuple sahraoui. Qu'est-ce que vous en Oui, pensez? non, mais c'est des formules. Parce que Ouais, l'Union ben, européenne, l'Union européenne n'en a rien à fiche de l'Ukraine. Vous savez, c'est de l'hypocrisie, donc. pardon, l'Ukraine est leur proxy. Ils veulent que l'Ukraine se batte jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà. Enfin, c'est connu, ça. Enfin, je veux dire, même des Américains l'ont dit. Un sénateur qui avait dit ça à Kiev, il avait dit la guerre en Ukraine, c'est du bonus pour nous. Nous, on paye et personne ne meurt chez nous. Donc, c'est formidable. Non, non, Van der Leyen n'en a rien à fiche de l'Ukraine et des Ukrainiens. Voilà, ils ont la haine de la Russie, ils veulent battre la Russie, ils veulent la dépecer, et donc ils veulent l'utiliser. Moi, je Écoutez, c'est encore chaud. Il y a des déclarations là qui sortent. On va oui, voir comment ça va évoluer ces prochains jours, cette question-là, oui, sur ce parce point. que ça a l'air de s'accélérer, mais c'est pas sûr que, en fait, le morceau, moi, je pense que ça va bloquer au niveau de l'Ukraine. Voilà. C'est-à-dire que en politique intérieure, voilà. Est-ce qu'il y aura des comment dire, parce qu'il n'y a pas d'unité dans le peuple ukrainien aujourd'hui, en ce moment. Voilà. Il y a les fascistes qui sont très forts et qui ne voudront jamais, qui n'accepteront jamais cette défaite. Voilà. Et donc, ils sont capables d'assassiner n'importe quel président, entre autres Zelensky, qui oserait signer une telle défaite. Et donc, à mon avis, c'est pas gagné. Mais bon, voilà, je pense que la semaine prochaine, vendredi prochain, on aura une meilleure vision voilà, de la chose. Voilà. Oui, on va voir hein, comment ça va évoluer. Alors vous, d'après vos déclarations là, de tout à l'heure, donc c'est pas favorable à la Russie que ce plan de paix C'est soit validé. c'est pas du tout favorable. Bien sûr, on accorde à la Russie la Crimée, 2 oblasts, ok, d'accord, mais sur les 2 autres, qui ont voté pour le retour à la Russie quand même. Et donc, on arrêterait la frontière là, enfin aujourd'hui, enfin là où les soldats sont face à face, voilà, sur la ligne actuelle. C'est complètement hallucinant. Moi, j'arrive, enfin, si c'est vrai, je me demande, enfin, si Poutine n'a pas perdu la raison, enfin, je ne sais pas, c'est pas possible. Il pourrait même y avoir un coup d'État en Russie, enfin, je ne sais pas. Comment des généraux qui ont combattu et qui en ont fait une question existentielle peuvent accepter d'abandonner une partie, vous savez, parce que ces 2 oblasts, ou en tout cas une grande partie d'entre eux, s'ils ne sont pas récupérés, ils appartiennent à la Russie, c'est un territoire russe, de par la Constitution, de par le vote. Et donc, c'est un territoire que la Russie doit défendre, enfin, comme elle défendrait Moscou ou Saint-Pétersbourg. Et c'est ça qui, moi je pense que ça peut créer pas mal de problèmes au sein de la Russie. D'ailleurs, on dit que Poutine n'est pas, enfin, il y a beaucoup de remous autour de la politique de Poutine qui ne fait pas ce qu'il faut pour terminer cette guerre à son avantage. Voilà. Et vraiment, moi, j'entends pas mal de reportages là-dessus. Et donc, c'est assez incompréhensible. Je ne sais pas. Voilà. Ok, bon, bah, je crois qu'on a fait le tour de la question. On en reparlera de toute manière la semaine prochaine. Oui, parce qu'il y a eu aussi une histoire enfin, une histoire
bon, j'essaierai d'être un peu plus précis la semaine prochaine, mais il y a une histoire de 100 milliards que la Russie accepterait de mettre sur la table et collaborer avec l'Amérique. Vous savez, la naïveté, enfin, moi j'appelle ça de la naïveté de Poutine. La naïveté de Poutine qui croit que le partenaire, ça y est, il a trouvé un partenaire à sa mesure, etc. Mais quelle désillusion il va avoir, ça. Mais, enfin, c'est pas possible. Toute l'histoire. Enfin, est-ce qu'il a oublié comment l'Occident a voulu détruire la Russie de 1990? À partir de 1990, l'Amérique a cherché à briser, à détruire, à dépecer la Russie. Voilà, franchement, intellectuellement parlant, j'arrive pas à imaginer comment un homme d'État de cette envergure peut se laisser fléchir, se laisser manipuler par les déclarations des Yankees, voilà, d'un impérialiste. Je suis désolé, je n'arrive pas. Et l'histoire, à mon avis, l'histoire future me donnera raison. Voilà. Enfin, si jamais ils signeront cette paix, à mon avis, bancale, parce que ça ne satisfait ni, ça laissera les Ukrainiens, comment dire, frustrés et avec une envie de revanche, et les Russes seront frustrés parce qu'ils n'auront pas atteint tous leurs objectifs. Voilà. Et donc, ils auront fait une guerre de 3 ans avec peut-être 150 000 ou 200 000 morts et des centaines de milliers de blessés pour pas grand-chose. Voilà. Ouais, alors on a fait le tour sur la question. On va bientôt clôturer l'entretien. Monsieur Cohen, j'aimerais revenir avec vous sur l'actualité en France, un petit peu, et la relation avec l'Algérie qui est toujours aussi tendue. Il y a eu des déclarations récemment de Lelouch. Euh, alors, bougez pas, je vais vous faire écouter sa déclaration. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Non, non, non. Et j'aimerais bien avoir votre ressenti sur ces déclarations. Alors, hop. Son aura internationale va pas bien non plus. Elle s'est fait retoquer des BRICS et elle s'est fait retoquer de l'OCS. Donc, les Russes et les Chinois n'en veulent pas. C'est un gros échec. De la même façon, le fait que l'ONU ait adopté le point de vue marocain sur le Sahara occidental est une énorme défaite pour eux aussi. Donc, ils sont isolés, le régime va pas bien, mais bon, en même temps, ils tiennent le pays. Ils tiennent le pays comme le régime iranien tient le pays. Pour vous, il faudrait faire quoi? Il faudrait dénoncer les accords de 68, baisser les visas, bloquer. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Les manettes. Exactement. Moi, j'arrête tout. C'est simple. J'arrête tous les visas, j'arrête tous les transferts de fonds, et je leur dis quand vous êtes prêts à venir parler, on parle. Mais on recommence à zéro. Et on recommence comme s'il n'y a pas eu la guerre d'Algérie, ni la décolonisation, ni les mémoires, ni je sais pas quoi. On parle de 2 pays matures qui développent une relation d'intérêt commun. Et vous faites du 1 pour 1, c'est-à-dire un visa, une OQTF exécutée? Non, avant tout visa, ils reprennent tous les OQTF, avant de repartir sur les visas. S'ils ne les reprennent pas, je vais me mettre d'accord avec un pays tiers et je les envoie dans un pays tiers. Parce qu'un jour, monsieur Lebret, il va falloir qu'on prenne ce... Voilà, monsieur Cohen, je vais pas aller plus loin, mais c'est quand même grave ce que dit ce personnage-là. Non, vous savez, je vais vous dire, d'abord, Pierre Lelouch, il est dans l'opposition. Donc, il ne gouverne pas. Quand on est dans l'opposition... C'est bien sûr, c'est ce qu'il dit. Il dit si j'avais été aux manettes. Oui, mais il ne l'est pas. Voilà. Parce que quand on est aux manettes, il y a le réel. Et le réel, c'est les contrats, les relations indispensables, etc., etc. Voilà. C'est pas, on met les sentiments, on les laisse au vestiaire et on voit le réel. Voilà. Et le réel, est-ce que la France peut se permettre? Parce que, vous savez, c'est pas seulement dans un sens, c'est aussi dans l'autre. Je veux dire, la France a déjà perdu pas mal. Regardez, par exemple, l'Italie se frotte les mains. L'Italie, elle a pris la place de la France.
Bon, est-ce que la France a gagné? Qu'est-ce qu'elle a gagné à faire ces déclarations, etc. Voilà. Parce qu'il y a le réel. Et le réel, ce sont les relations économiques, commerciales, financières, etc. Et si la France s'en va, il y aura d'autres la remplaceront. Et je pense que l'Algérie cherche aussi à faire ça avec l'Allemagne, par exemple. Donc, en fait, Pierre Lelouch, il a une posture idéologique. Bon, d'abord, c'est un judéo-sioniste, donc il est poussé par le lobby, parce que j'avais dit déjà une chose, c'est que toute cette histoire anti-algérienne, depuis un an, elle est fomentée par le lobby judéo-sioniste, voilà, qui utilise tous ces relais pour diaboliser l'Algérie. Voilà. Et donc, et favoriser le Maroc par contre-coup. Donc, tout ça, ce sont des mots parce qu'il fait partie, comment dire, il est poussé par le lobby pour faire ce genre de déclaration. Mais il n'est pas aux manettes. Le jour où il sera aux manettes, eh ben, il comprendra que est-ce qu'il peut se permettre de perdre des contrats, des relations commerciales, il y a des sociétés en Algérie, etc. Parce que la France n'est pas l'unique. On peut très bien la remplacer. Donc, et à ce moment-là, bon, ben, peut-être il fera une politique suicidaire, mais ça m'étonnerait. Oui, mais voilà, c'est quand même grave ces déclarations dans le sens où il ose dire que si l'Algérie donc ne récupère pas ses OQTF, ils les enverront dans un autre pays. Alors je vous ai pas passé la fin du morceau, mais il parle par exemple, de les envoyer aux Comores ou en Somalie. Mais en fait, c'est quoi? Ça marche comment là-dedans? En fait, il voudrait imposer à d'autres pays de reprendre des OQTF que l'Algérie ne veut pas reprendre. Mais c'est quand même grave. Non, mais on est. Non, d'abord, on n'est pas dans le rationnel, là. On est dans l'émotionnel. Ouais, non, mais... et donc, non, voilà. Moi, ça me choque, ces déclarations. C'est un sentiment de surpuissance. Il faut les remettre, non, il faut les remettre à leur place. C'est-à-dire, il faut d'abord savoir une chose, c'est qu'une campagne délibérée, massive, fomentée par le lobby judéo-sioniste. Voilà. Et donc, il faut faire le maximum de déclarations, comme Louis Sarkozy qui veut brûler l'ambassade d'Algérie, etc., etc. Et donc, c'est pas, comment dire, on est comme c'était une campagne électorale. Voilà. Et il faut pas il faut pas attacher beaucoup plus d'importance que ça. Il faut juste se dire que malheureusement, il y a toute une classe politique en France qui est manipulée par le lobby judéo-sioniste et qui va contre les intérêts de la France en tant qu'État, en tant que pays, qui a des nécessités, qui a des besoins, qui a des intérêts, et que malheureusement, pour satisfaire pour un lobby qui a d'autres intérêts, qui n'en a rien à faire de la France, des intérêts de la France, voilà. Et donc, mais en fait, concrètement, c'est juste, pour moi, ce sont des déclarations qui sont vides de sens, voilà, puisqu'il est juste dans l'opposition et qu'il a envie de faire plaisir à ses maîtres. Voilà, et donc il fait le maximum de bruit, mais je suis sûr que s'il était. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est Claude Lelouch, par exemple, c'est quelqu'un, quand il s'agit de l'Ukraine, il a des positions beaucoup plus rationnelles. C'est un des rares, quand il parle de la Russie, etc., qu'il faut avoir des relations avec la Russie. Il est gaulliste. Enfin, il a encore des positions gaulliennes. Mais malheureusement, enfin, comme c'est un judéo-sioniste et que il est manipulé par le lobby, volontairement manipulé, hein, c'est pas. Et donc, il se lance dans des élucubrations, mais qui, à mon avis, ne signifient pas grand-chose, parce que finalement, bon, il déblatère parce que ça fait de l'effet à la télévision, mais sur le plan concret, ça ne débouche pas sur grand-chose. Voilà. D'accord. D'ailleurs, il faut savoir que
il y a comment dire, il y a toujours des tractations ou voilà pour essayer de reprendre un dialogue entre la France et l'Algérie. Mais selon vous, Oui. comment peut se faire la reprise des échanges diplomatiques entre ces deux pays, puisque la question, par exemple, du Sahara occidental pour l'Algérie, on connaît ses positions. La France a décidé de se positionner clairement et officiellement. L'avenir et le présent s'inscrit voilà, la déclaration qu'ils utilisent à chaque fois maintenant. Donc ça a commencé clairement à ce moment-là, les tensions, et ça s'est accentué par la suite. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a deux hauts fonctionnaires de la diplomatie française qui se sont rendus à Alger hier. C'est passé sous silence. Alors, ils ont certainement été accueillis. Il paraît, enfin, de ce que j'ai entendu, Macron pourrait rencontrer Tebboune en Afrique du Sud, au sommet Mais du G20. je crois que l'Algérie a refusé. Ah, peut-être, je ne sais pas. J'ai cru voir passer quelque chose. Bon. Je crois qu'il va pas le rencontrer. Cependant, comment vous voyez parce que effectivement à des relations entre ces deux pays? Il y a une coupure, il y a une coupure du son là. Ah oui, excusez-moi, ça a coupé. Je disais, comment vous voyez-vous la relation évoluer et un possible réchauffement entre les deux pays quand on voit que l'Italie, l'Allemagne est en train de profiter de cette situation-là, parce que à qui ça fait plus mal aujourd'hui cette histoire? Bon, à mon avis, les deux pays vont chercher. Vous savez, c'est comme tout à l'heure, quand je parle du réel, le mur du réel, à un moment donné, on est confronté au réel. Voilà. C'est-à-dire que ce sont deux pays condamnés à s'entendre, à trouver des terrains d'entente, parce qu'il y a des intérêts, toutes sortes d'intérêts, humains, culturels, économiques, énergétiques, géopolitiques, etc., etc. Donc, à un moment donné, vous savez, après, on surmonte les trucs personnels et puis il faut arriver à un terrain d'entente. Donc, à mon avis, les deux pays vont trouver un terrain d'entente. Voilà. À un moment donné, il faut bien qu'ils le trouvent. Voilà. Donc, chacun y mettra du sien. Et puis, bon, ça sera jamais une lune de miel comme cela a pu être à un certain temps, mais voilà, il faut revenir à un minimum voilà, de relations, d'apaisement, etc. Voilà, parce que c'est nécessaire. Et donc, eh ben, il faut passer par là. Voilà. Ouais, non, mais je suis d'accord avec vous. Il faut que ça revienne, mais ça ne pourra pas être une lune de miel comme vous venez de le dire. Hein, Oh, à mon avis, ça sera jamais. Enfin, c'est fini. Voilà. Alors, faudra voir peut-être aux prochaines échéances électorales le nouveau président qui arrivera à la tête de la France, de la nouvelle diplomatie française, si elle sera toujours aussi sous influence du lobby qui a forte influence en France. Hein. Est-ce que à partir de là, s'il y a un nouveau président et si vous envoyez un qui sera peut-être à la tête de la France en 2027, là, il pourra y avoir peut-être un réchauffement plus clair et plus précis. Non, ou peut-être après tout, peut-être que l'Algérie, vous savez, comme la Russie, par exemple, qui s'est détachée de l'Europe au niveau de la fourniture de gaz, par exemple, ok, et de pétrole. Vous voulez pas de notre gaz et de notre pétrole, eh ben on va le vendre ailleurs. Donc en fait, le courant comment dire, de vente, d'échange du pétrole et du gaz ne reviendra jamais comme avant entre la Russie et l'Europe. C'est fini. Voilà. Et donc, il y a des choses qui ne peuvent plus revenir comme avant. Parce que ce sont des choses qui s'organisent de manière durable, qui demandent du temps. Et donc, on ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Et à mon avis, ce qui s'est passé entre l'Algérie et la France, c'est que l'Algérie
se dit, bon, voilà, elle trouve des partenaires avec qui elle s'arrange beaucoup mieux, avec qui c'est beaucoup plus fiable, plus stable, etc. Eh bien, ce qui restera résiduel, ce qui est résiduel se fera avec la France. Mais à partir du moment où une bonne partie de l'échange se fera avec d'autres pays, eh ben, il y aura cette réalité-là. Ça veut dire qu'on ne peut plus la changer. Et donc, ça sera, voilà, on ne peut plus revenir en arrière. Voilà. Et donc, eh ben, ça sera une solution. Ce seront des échanges au rabais, diminués, parce que l'Algérie aura changé. Ça met du temps. Mais regardez, par exemple, quand j'ai dit, avec l'Italie, je pense que les échanges sont multipliés par je ne sais pas combien, etc. Le blé, par exemple, français ne se vend plus en Algérie, etc. Et donc, quand on établit des choses comme ça, elles sont difficilement modifiables à court terme, parce que ça demande du temps. Ce sont des échanges, des courants qui se mettent en place, des contrats à long terme, etc. Et donc, même s'il y a une reprise, mais d'abord parce qu'une bonne partie de ces échanges ne se feront plus entre l'Algérie et la France. Et puis, bon, ben, comment dire, le capital, ce capital particulier humain, peut-être même que les médecins, il y a énormément de médecins algériens en France, eh bien peut-être que ces médecins iront ailleurs, chercheront peut-être, ils iront au Canada, au Québec, dans d'autres pays. Donc en fait, on assiste peut-être à on assiste à une coupure qui est en train de s'établir et qui empêchera de toutes les façons, à un moment donné, de revenir aux positions antérieures. C'est-à-dire, cette espèce de. Voilà, on était comme quand même deux pays liés par l'histoire, la langue, etc. D'ailleurs, même l'Algérie, elle a enlevé le français. Maintenant, c'est l'anglais qui est enseigné dans les universités, dans les lycées. Voilà. Donc, ce sont des signes qui montrent que eh ben, l'Algérie a changé, est en train de changer le cours des choses. Et ben voilà, donc à la rigueur, je pense que même les judéo-sionistes comme il s'appelle déjà, bon j'ai oublié son nom, le louche, il sera comblé d'ailleurs, parce qu'il réalisera s'il revient au pouvoir en tant que ministre, parce qu'il a été ministre sous Chirac, le louche, ben, s'il revient comme